Lorsque vous regardez une carte des États-Unis, vous remarquez que certains États portent le même nom. Caroline du Nord et Caroline du Sud, Virginie et Virginie occidentale, Dakota du Nord et Dakota du Sud. Ce sont des États qui, d'une manière ou d'une autre, se sont séparés. Bien que certains se soient n'empêchantement séparés lors de leur accession au statut d'État, d'autres après, et d'autres bien avant que les États-Unis ne soient même un concept, ce qui remet en question s'il s'agit vraiment d'États qui se sont séparés, ou simplement d'États issus du même territoire, partageant ainsi un nom similaire. En plus de ces États qui partagent un nom, il y en a aussi d'autres aux États-Unis qui ont été formés à partir du territoire d'États existants ou qui proviennent de colonies communes, même s'ils portent aujourd'hui des noms complètement différents. Le Kentucky qui faisait partie de la Virginie, le Maine qui faisait partie du Massachusetts, le Vermont qui faisait partie de New York, le Rhode Island faisait aussi partie de la colonie du Connecticut, avant de devenir indépendant, parmi d'autres. Les territoires non organisés des États-Unis étaient autrefois très vastes et englobaient chacun ce qui constitue aujourd'hui plusieurs États. Pour les cas réels de division d'États, la Constitution américaine admet encore aujourd'hui cette possibilité, à condition que cette sécession interne soit approuvée par le gouvernement du premier État. Dans cette vidéo, nous allons approfondir ce sujet, comprendre quels États se sont divisés et pourquoi, en plus de voir lesquels proviennent des mêmes colonies et ou territoires. Si nous parlons de ceux qui portent les mêmes noms, cela nous permettra de comprendre le reste. Commençons par la Virginie, et la Virginie occidentale. C'est le seul véritable cas de division d'un État, et cela a à voir avec la séparation temporaire que l'ensemble des États-Unis a connue en tant que pays pendant la guerre de sécession. La Virginie s'était rangée du côté de la Confédération dans le sud, mais certaines personnes dans ce qui était alors le nord-ouest de l'État voulaient annuler la sécession et se ranger du côté du nord. N'y parvenant pas, et avec le soutien de l'Union, qui considérait la Virginie comme un État ennemi à l'époque, ils firent eux-mêmes sécession de la Virginie, et furent admis aux États-Unis en tant qu'État indépendant, en 1863. Après la fin du conflit, une réunification aurait théoriquement pu avoir lieu, mais la Virginie occidentale était déjà un État à part entière, une récompense pour s'être rangée du côté de la puissance victorieuse de l'Union, et il n'existait aucune volonté de perdre sa nouvelle autonomie acquise. Non seulement ils existaient ensemble avec la Virginie en tant qu'État unique jusqu'à ce moment-là, mais ils partagent également une histoire commune en tant que partie de la colonie britannique de Virginie, qui s'étendait jusqu'à l'actuel Kentucky. C'est pourquoi nous pouvons également considérer que le Kentucky s'est séparé de la Virginie un peu plus tôt, mais il ne s'agissait pas d'une véritable scission d'État car cela s'est produit bien plus tôt. Le Kentucky a été admis dans l'Union dès le début en tant que 15e État en 1792. Rappelez-vous que les 13 colonies initiales venaient tout juste d'obtenir leur indépendance des Britanniques en 1776 et que l'État a été formé à partir d'un territoire qui, à l'époque, était revendiqué par la Virginie. En fait, cette carte nous montre comment les 13 colonies s'étendèrent plus loin, à l'intérieur des terres avec leurs revendications. Parfois, elles se chevauchèrent même, comme c'était le cas avec New York, et la Virginie, elle, revendiquait même toute cette région jusqu'au Grand Lac. Lorsque la guerre d'indépendance s'est terminée et que les Britanniques ont cédé leurs terres à l'est du fleuve Mississippi et à l'ouest de la ligne de proclamation, ces terres ont été revendiquées individuellement par les 13 colonies et des négociations fédérales ont dû avoir lieu pour fixer les frontières permanentes. Cette carte nous montre ce processus qui est devenu connu sous le nom de cession d'État, où la plupart des 13 colonies ont fini par céder toutes leurs revendications occidentales au gouvernement fédéral, afin de permettre la création de nouveaux États. New York et Virginie avaient les plus grandes revendications, et ont donc cédé le plus de terres. Fait intéressant, New York revendiquait ce qui allait ensuite devenir la Virginie occidentale. Le Massachusetts et le Connecticut ont également cédé quelques bandes de terre dans la région des Grands Lacs, et la Caroline du Nord a cédé ce qui allait ensuite devenir le Tennessee. La Géorgie, qui à son tour a cédé ce qui allait devenir le nord de l'Alabama et le Mississippi. Ainsi, on pourrait techniquement dire que tous ces États intérieurs de l'Est ont été formés à partir des territoires revendiqués par les 13 colonies initiales, mais il serait peut-être exagéré de dire qu'ils s'en sont séparés. Par exemple, la colonie de la baie du Massachusetts
comprenait initialement des parties du New Hampshire et la majeure partie du Maine, et le Rhode Island faisait partie du territoire revendiqué par le Connecticut jusqu'en 1728, de la même manière que le Delaware faisait partie de la revendication territoriale du Maryland jusqu'en 1767. Le cas du Vermont est un peu différent, car son territoire faisait sans doute partie de la province de New York entre 1664 et 1777. Lorsque la Révolution américaine éclata, le Vermont fit sécession de New York et devint autonome. Il finit par obtenir le statut d'État à part entière en 1791, devenant ainsi le premier État de l'Union qui n'avait pas été une colonie britannique distincte. Si l'on passe au deuxième exemple de deux États partageant un nom, la Caroline du Nord et la Caroline du Sud, on constate une situation similaire. Au départ, étant unie et incluant le territoire du Tennessee, la province de Caroline était une colonie anglaise entre 1663 et 1712, son nom venant du latin Carolus, la traduction du nom du roi Charles. En raison de besoins et de projets différents pour les deux parties de la colonie, les Anglais ont décidé de la diviser en deux. Ainsi, en 1712, les provinces de Caroline du Nord et de Caroline du Sud furent établies, toujours en tant que colonies anglaises. Une ligne de latitude fut fixée comme frontière, mais les limites ne furent réellement définies qu'en 1771. Elles s'étaient développées séparément au cours de ces décennies, et 5 ans plus tard vint la guerre d'indépendance, chacune rejoignant l'Union en tant qu'État distinct. Et qu'en est-il du troisième cas, celui du Dakota du Nord et du Dakota du Sud? Les deux Dakota faisaient en réalité partie d'un seul territoire du Dakota, qui a été formé en 1861. Alors pourquoi n'ont-ils pas rejoint l'Union, en tant qu'État unique, mais plutôt en tant que deux États distincts? Stephen Buckland, professeur d'histoire à l'Université du Dakota du Sud, souligne les différences régionales dans les routes commerciales et la taille de la population comme les deux principaux facteurs. De plus, il y avait une certaine animosité entre le Nord et le Sud, ainsi que des disputes concernant le côté qui aurait la capitale du nouvel État. De plus, certains affirmaient que, malgré les rivalités politiques locales, les deux régions favorisaient fortement un parti spécifique à l'époque, qui a pu faire pression sur le gouvernement fédéral pour s'assurer que deux États soient s'y étant admis afin d'augmenter leur représentation au Congrès. Le Dakota du Sud voulait garder le nom Dakota, et a proposé que le Nord soit appelé l'État de Pembina ou Lincoln, mais le Nord a refusé d'abandonner le nom, et ils l'ont donc tous les deux gardé. Et cela ouvre la porte à autre chose que nous pouvons apprendre ici, à savoir comment les territoires sont devenus des États, et comment ils partagent mais des origines communes. À mesure que les États-Unis s'étendèrent vers l'ouest, d'abord vers ce territoire d'origine britannique à l'est du Mississippi, puis aussi dans le territoire de la Louisiane vendu par les Français, et ensuite dans les cessions mexicaines, de nouveaux États n'apparaissaient pas immédiatement. Il n'y avait pas de citoyens américains qui y vivaient, et il n'était donc pas logique de fixer des frontières et d'établir des administrations dans de nouveaux États. À la place, les États-Unis ont créé des territoires non organisés, qui ont ensuite été organisés, puis sont progressivement devenus des États à mesure que les frontières étaient redéfinies, qu'un recensement de 60 000 personnes était atteint et qu'une constitution d'État était rédigée. Utilisons ce gif de l'expansion territoriale des États-Unis que j'adore et que j'utilise si souvent pour comprendre cela. Cela s'est produit d'abord avec la partie de la cession britannique, dans le territoire du Nord-Ouest, qui est devenu le territoire de l'Indiana lorsque l'Ohio est devenu un État. Le territoire du Mississippi comprenait l'Alabama. Le territoire de la Louisiane est devenu le territoire du Missouri lorsque la Louisiane est devenue un État. Puis il s'est divisé en territoire de l'Arkansas, en même temps que le pays d'Oregon a été établi dans le Nord-Ouest. Lorsque le Missouri et l'Arkansas ont rejoint l'Union, l'intérieur est devenu un territoire non organisé. Cette tendance d'un territoire à prendre un nom puis à perdre ce nom, lorsque le premier État en son sein devient officiel, semble être courante. Cette réorganisation et ce renommage des territoires ont continué jusqu'à l'établissement des 48 États contigus. Et l'évolution territoriale nous montre comment tant d'États de l'Ouest, en particulier, partagent un héritage commun dans ces territoires, s'étant lentement séparés d'eux, un par un. Cependant, il serait peut-être une erreur d'affirmer par exemple que le Montana s'est séparé du Nebraska simplement parce qu'il provient du territoire du Nebraska. Dans de nombreux cas, ce n'est qu'une question de nom qui a été choisi en premier pour le territoire. Cependant, certains semblent être de véritables divisions de territoire. Par exemple, le territoire du Nouveau-Mexique a été créé à partir de la cession mexicaine et est devenu un territoire non organisé en 1850, dans ce qui est aujourd'hui l'Arizona et le Nouveau-Mexique, ne se divisant en deux qu'en 1862, en raison du désir local du peuple de l'Arizona. Ils ont en fait été les deux derniers des 48 États contigus à obtenir le statut d'État. Il est également important de faire la distinction entre les territoires non organisés et les territoires organisés. Très souvent, les frontières des futurs États étaient définies, et ils avaient le statut de territoire jusqu'à ce que des exigences spécifiques soient remplies,
et leur nom était déjà fixé. Le territoire de Washington semblait non organisé, et avait des frontières différentes de 1853 à 1863. Et de 1863 à 1889, il existait toujours en tant que territoire, mais avec des frontières organisées avant d'obtenir le statut d'État cette année-là. Et bien que le territoire de Washington ait inclus ce qui est aujourd'hui l'Idaho, à un moment donné, je ne dirais pas que l'Idaho s'en est séparé. Mais si une région s'était séparée du territoire organisé de Washington à partir de 1863, je pense qu'on pourrait en partie le considérer ainsi. Donc, voilà un aperçu des États américains, qui se sont séparés, soit d'anciennes colonies anglaises, soit des premiers États américains, ou de territoires non organisés des États-Unis. Qu'en pensez-vous ? Pensez-vous que certains de ces États devraient se réunir à nouveau, ou y a-t-il d'autres États qui, selon vous, devraient se diviser aujourd'hui ? Dites-le moi dans les commentaires. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner, et je vous retrouve la prochaine fois pour plus de culture générale.